important, c'est trop important. Oui. Alors, parler de bombes caloriques dans le reportage, comment peut-on définir justement cette alimentation que nous avons tendance à avoir 30 jours durant c'est ça peut-être qui est un peu dangereux, docteur Blablouheb. Cette notion de continuité pendant 30 jours durant un repas calorique, un repas de fête, nous ingurgitons quelque chose comme 4000 calories par soir. Ça peut monter à plus même. C'est-à-dire que si on compte, par exemple, pour chaque part de pâtisserie orientale, c'est 350 calories en moyenne. Donc, zlabia, c'est 350 calories pour les 100 grammes. Une part de qalb al-lawz, 350 calories en moyenne, etc. Si chaque soirée, on va manger un petit peu de zlabia, de qalb al-lawz, d'autres pâtisseries orientales, voire même occidentales, ça va monter, donc les chiffres vont monter. Donc ce que je donne comme conseil des fois à mes patients, c'est de prendre en faute, de faire une enquête diététique de leur alimentation sur une journée, sur 24 heures. Donc pour voir ce qu'ils vont consommer pendant le ftour, pendant leur soirée et éventuellement le sahur. Donc sur les 3 repas, des fois quand on revoit ce qu'ils ont mangé, quand eux-mêmes revoient ce qu'ils ont mangé, là, eux-mêmes, des fois, ils sont étonnés parce qu'il y a trop à manger. Ils voient eux-mêmes que c'est trop. Et quand on pense que c'est tous les jours ainsi, là, c'est trop. Vous pensez qu'on n'est pas conscient, qu'on s'empiffre il y a beaucoup... littéralement. On sent qu'il y a une certaine prise de conscience. On le sent. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, voilà, c'est pas tous les jours. Par exemple, la boîte de qalb al-lawz qui contient 4 morceaux, ça va me tenir la semaine et tout. Ça, c'est une bonne chose. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est d'établir la semaine, d'avoir un bon programme. C'est-à-dire, par exemple, les 3 premiers jours, faire la part belle aux légumes, etc., les fruits, etc. Le 4e jour, on va se permettre un petit peu de consommer les pâtisseries orientales et ainsi de suite. Si on a un bon petit planning, ça devrait aller. Mais une consommation quotidienne, ce sera l'excès. Donc si on se pèse en fin du mois de Ramadan, il y aura une prise de poids, 2 kilos, 3 kilos. Ça voudra dire que tous les bienfaits ont été éliminés. On n'en a pas vraiment tiré profit finalement. Justement, alors on a tendance quand même à être peut-être dans le jugement pour ne pas... Le Ramadan, ça reste une épreuve. Si on devait comparer le Ramadan à une épreuve sportive, ça serait laquelle? Un marathon? Un marathon. Ça se prépare finalement, même un marathon. C'est-à-dire finalement... Oui. On jeûne toute la journée. On boit pas d'eau. Et l'eau, c'est le plus difficile. On peut rester sans manger pendant des jours, mais il faut boire. Et donc, nous, le souci, c'est qu'on s'hydrate mal. Et même quand on va boire des jus de fruits, on va boire des limonades, on va boire toute la soirée, ou on va boire en grande quantité. Alors que c'est pas le but. Le but, c'est de manger des fruits qui contiennent de l'eau, ou quelque chose, ou boire, c'est-à-dire au fur et à mesure, pour garder cette eau. Et ce qui est justement dangereux, quand on va à la salle de sport et qu'on est déjà déshydraté, alors quand on arrive à la salle et on est déshydraté, là il y a un risque. D'accord. Alors on disait que ça s'apparentait à un marathon. Ça se prépare comment finalement? On devrait se préparer comment à un ramadan? Ramadan, là on parle de personnes qui sont valides, qui ne sont pas malades. Oui. Donc pour les personnes qui sont en bonne santé, ça se prépare j'allais dire en évitant, en se conditionnant pour éviter les excès. Et ce qui se passe pendant la journée, j'allais dire, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique dans le Ramadan. Mais je trouve qu'à partir du moment où il y a l'Aden, après le Ftour, il y a une succession pour la plupart, la majorité des personnes qu'on côtoie, que je vois dans notre société, ils ne s'arrêtent pas de manger pendant toute la soirée, le plus souvent. Tout est propice à l'excès surtout pour le sucre, je trouve. En fait, le challenge, en principe, c'est justement... C'est de travailler sur soi. C'est-à-dire qu'il faut revoir ses habitudes. Jeûner encore. C'est peut-être aussi la déshydratation, mais c'est le fait d'avoir agressé de cette façon le corps que le bon Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent justement de douleurs gastriques, de ralentissement du transit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, beaucoup de problèmes, alors qu'en réalité, en principe, ça devrait être juste le contraire. Par exemple, les urgences pendant le Ramadan, en fin de journée, c'est le calme absolu. Juste après la rupture du jeûne, il y a un rush. Le rush, c'est quel type de pathologies qui sont rencontrées? Et donc le premier motif de consultation, c'est la douleur abdominale. Donc c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on a mangé pendant l'iftar. Il y a des gens qui viennent même après le sahur.
Si on fait un petit questionnaire, une petite anamnèse, les sandwicheries sont ouvertes, les gargotes sont ouvertes, les fast-foods sont ouverts. Toute la soirée, les gens mangent. C'est beaucoup. Oui. Alors, c'est important aussi de bouger pendant le ramadan. Alors, professeur Laraba, justement, disait tout à l'heure que notre vie est chamboulée. Il y a des gens qui vivent la nuit et dorment toute la journée. Et du coup, donc, j'imagine aussi que pour le sport, pareil, il y a des gens aussi qui arrêtent peut-être de faire du sport pendant le ramadan. Est-ce qu'il est important aussi de rappeler qu'il faut bouger aussi pendant le ramadan? C'est pas un mois pour dormir. Exactement. Il faut toujours continuer l'entraînement. Et il faut essayer de dormir un maximum. Parce que le repos se fait, c'est-à-dire en mangeant, en s'hydratant et en dormant. Si on va s'entraîner et derrière on ne dort pas toute la journée, on ne dort pas toute la nuit plutôt, et on dort toute la journée, on ne récupère pas la journée. Ensuite on va s'entraîner, on va sentir que les performances, on a moins de performances, c'est-à-dire on est moins performant et on va se dire parce qu'un Essaïm, parce que je jeûne, j'arrive pas à m'entraîner. En fait, c'est parce qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Il a mangé 3000 calories de glucides. Et voilà. Et ça aussi, c'est un peu contradictoire, j'ai envie de dire, avec le sport, le fait de trop manger, parce que si on a envie de perdre, derrière, il faut aussi réguler son alimentation. Ça va de pair, finalement. On ne peut pas faire du sport et trop manger. Oui. Si on veut perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Donc si je m'entraîne, je vais perdre un certain nombre de calories, mais ce n'est pas suffisant si derrière je vais manger 4000 calories. Donc je vais perdre 500 et en manger 4000. C'est pas possible. Ça sert à rien. Donc je dois être en déficit calorique et continuer à perdre au fur et à mesure. Oui. Professeur Laraba, des émissions comme celle-ci, on en fait tous les ans, on répète les mêmes messages, et pourtant on n'arrête pas de dire que le ramadan malheureusement est pourvoyeur de troubles digestifs, de pics glycémiques, de crises du côlon. C'est quoi le problème? C'est un poids culturel? On fait quand même de la pédagogie, mais finalement c'est un poids culturel qu'on a hérité. C'est quoi le problème? Non, mais je pense que le souci, c'est toujours bon de sensibiliser, mais on ne peut pas toucher tout le monde. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle individuelle. Nous, on est là pour parler à la collectivité en disant voilà, il faut faire attention, mais le plus souvent, ce que je conseille, c'est qu'on peut se rapprocher d'un médecin de famille, même si on est en bonne santé, pour s'enquérir, parce qu'il faut adapter le discours à chaque individu. Il y a des arguments qui vont être beaucoup plus percutants pour certaines personnalités et d'autres pas. C'est pour cela que moi j'invite les personnes qui se posent des questions pour se dire Ramadan, bon, j'ai 65 ans, je suis un peu âgé, même si j'ai une petite hypertension. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que pour préparer, je dois passer voir le médecin? Oui, je les invite à voir les médecins, les paramédicaux, tout ce qui est les professionnels de santé, à poser des questions, à essayer d'être un peu curieux, de savoir. Parce que Ramadan, nous, ce qu'on a comme notion sociétale, c'est que Ramadan, le rendement baisse parce qu'on jeûne. Mais en fait, le rendement baisse parce que la soirée est excessive. Oui, parce que la soirée, parce qu'il y a des troubles du sommeil qu'on va, j'allais dire, accentuer pendant ce mois-là, et parce que on ne met pas au repos notre tube digestif. Le but, je vous dis médicalement, je ne parle pas de religieusement ou quoi que ce soit. Si le but, c'est de dire, voilà, la mise au repos est bénéfique du tube digestif, ça permet la régénération. Mais si vous inversez... Entier, ce que je voulais dire. Donc c'est quelque chose d'entier. Donc à la base, normalement, c'est une bonne chose. Cependant, elle va être trop grasse, trop acide, plus de tomates, etc., pour qu'elle soit meilleure en goût. On rajoute, par exemple, déjà, elle contient de l'agneau. Il faut savoir que la plupart des gens font la shorba avec de l'agneau. Donc c'est déjà assez gras. Si on rajoute de l'huile ou bien semaine par exemple, donc franchement là ça devient trop gras. Et le gras, c'est vrai que c'est un exhausteur de goût, mais c'est un exhausteur de douleur abdominale. Donc par exemple le reflux. Il faut savoir que le sphincter œsophagien, il sera stimulé pour s'ouvrir si on mange trop gras et trop sucré. Donc il faut changer un petit peu la méthode. Donc la méthode, il faut manger de la même manière, mais mieux. C'est-à-dire plus sainement. Au lieu de mettre trop de gras, on va diminuer. Trop de tomates, on va diminuer. Il faut prendre le temps aussi. Donc, ça, c'est très tout important, l'autre pour l'alimentation et tout l'autre pour l'eau. On a tendance à manger très vite. Et bien sûr, parce que c'est l'abondance. Donc la table pendant Ramadan, elle est abondante, la ibarak. C'est vrai qu'on a envie de goûter à tout. Mais non, pendant l'Adhan, déjà, il faut rompre le jeûne. On rompt le jeûne selon la sunna, c'est-à-dire avec une, voire 3 dates et un verre d'eau.
tout simplement. On va faire notre prière et on revient. Après, on va commencer par la soupe et une salade aussi. Il faut mixer les deux. La salade, il faut prendre le temps de mastiquer, etc. Parce que la digestion, elle commence dans la bouche et non pas dans l'estomac. Si on mange trop rapidement, la mastication, elle va être obsolète. Donc la digestion, elle sera complète sur l'estomac et le tube digestif. Donc il sera doublement fatigué. Donc il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'on dit tout le akl. Donc c'est pour commencer à manger. Et tout le pour l'eau, c'est-à-dire on va ralentir, on va prendre un verre d'eau, etc. Et tout le tanafus. Tanafus, ça veut dire quoi? C'est prendre le temps de discuter, etc. pendant le repas. Manger rapidement pendant 5 minutes et ingurgiter une grosse. C'est ça, c'est cette notion de tachyphagie, justement. Exactement, c'est la tachyphagie qui va endommager le métabolisme, le tube digestif. Il faut prendre le temps. Tout le tanafus, ça veut dire prendre le temps et non pas respirer. Oui. Alors, on consomme beaucoup de sucre aussi, professeur Larba, vous le disiez tout à l'heure, sucre après sucre, on mange les dattes, on mange après le café, donc vous parlez du fameux qalbulose d'Islabia, on parle... est-ce que finalement notre glycémie elle est vraiment dérangée? Même le pain brioché, oui. C'est un phénomène. Le pain beaucoup brioché. de pain, pas uniquement le pain brioché. Même avec le pain, qui normalement n'est pas censé être sucré. Et les familles, maintenant, estiment que le pain brioché pendant Ramadan est le pain référence. Et donc vous voyez qu'à chaque étape, il y a du sucre qui est introduit. À chaque étape, vous avez donc pendant le bol alimentaire, là où il ne doit pas y avoir de sucre normalement, mis à part le dessert, vous vous retrouvez avec du pain brioché sur la table. En dessert, là où normalement il devrait y avoir des fruits, vous vous retrouvez avec de la pâtisserie. Et en soirée, également de la pâtisserie. C'est cet état d'excès d'orgie alimentaire glucidique, c'est ça ce qu'il faut combattre. Est-ce qu'il y a beaucoup de diabète finalement qui se déclare pendant le ramadan, professeur? Il n'y a pas de données. On peut pas dire que le diabète se déclare pendant le ramadan, il y en a plus ou pas. On parle beaucoup de décompensation, ceci dit. On parle beaucoup de décompensation de malades chroniques. Bien sûr qu'en termes de complications métaboliques aiguës du diabète, il y en a beaucoup plus pendant le ramadan. Des diabétiques qui étaient bien équilibrés sous leur régime habituel, Ramadan est propice pour qu'il y ait un déséquilibre au point de consulter aux urgences. Oui. Alors, donc on ne peut pas finalement dire que le Ramadan est un pourvoyeur de malades chroniques. Ça, on ne peut pas le dire par contre. On n'a pas de... Non, c'est un facteur de déstabilisation des maladies chroniques. D'accord. C'est-à-dire que, là on parlait des personnes qui ne sont pas malades, mais les personnes malades, hypertension, diabète et insuffisance cardiaque, vous avez même un risque qui est accru chez eux de faire une décompensation parce que le traitement n'est pas pris comme il faut, parce qu'ils n'ont pas pris le soin d'aller voir leur médecin pour décider de comment adapter son traitement aux jeunes, s'ils peuvent jeûner ou pas, et même s'ils doivent jeûner ou s'ils peuvent jeûner, comment prendre ces médicaments qui étaient pris pendant la journée, comment je fais pour les répartir? En fait, je pose cette question peut-être en pensant plus aux personnes prédiabétiques, par exemple. Si on est prédiabétique et qu'on a cette alimentation pendant 30 jours, est-ce qu'on risque quand même de déclarer son diabète? C'est inévitable. Vous ne pensez pas? Non, ce qui est sûr, c'est que cette alimentation excessive en sucre rapide accélère le processus d'avènement du diabète. D'accord. Mais dire que c'est pendant Ramadan, non. C'est juste que s'il y a plusieurs Ramadan où vous avez ce type d'excès, bien sûr qu'on va rapprocher la naissance du diabète. Oui. Coach Samy, on revient justement sur le sport peut-être parce que c'est important. Alors on parlait justement de cette notion de déshydratation. Comment faire du sport pendant le ramadan, à quel rythme et quels sont les horaires qu'on peut conseiller justement pour éviter justement ce risque de se déshydrater? Alors ça dépend de chaque individu. Comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui vont se sentir très bien juste après le ftor ou juste avant le ftor ou le matin. Il y a des gens qui viennent s'entraîner le matin. Nous on ouvre à 9h le matin et il y a des gens qui viennent s'entraîner le matin. Et les gens ont leur routine. Il faut juste continuer à la faire. Et justement, il faut être à l'écoute de soi-même. C'est-à-dire, si je me sens pas très bien pendant cette séance, je peux diminuer un peu le rythme. Si je me sens bien, je peux être sur mes séances habituelles. Et je choisis, et il faut toujours être à l'écoute. Je peux pas généraliser, dire que tout le monde doit s'entraîner 1 heure avant le ftor, ou tout le monde doit s'entraîner après le ftor pour être en forme. Ça dépendra de chacun.
Il n'y a pas un moment qu'on préfère, par exemple, on parle souvent de cette heure avant la rupture du jeûne, la fameuse heure avant le jeûne, parce que juste après, on a quand même, on peut se réhydrater. Alors, quand on fait du cardio, par exemple, à haute intensité, il est clair qu'il faudrait... Donc ça dépend des exercices. Oui, il est clair qu'il faudrait que ça soit le plus proche possible de l'ftor. Comme ça, il pourra boire, parce qu'il va perdre beaucoup d'eau. Mais quand il fait du renforcement musculaire, il n'est pas forcément en déshydratation excessive. Donc, il peut s'entraîner à 16h, il peut s'entraîner à 17h. C'est pas un problème. Ça dépendra de son état de forme. Il n'y a pas d'exercice qu'on conseille pendant le jeûne, par exemple. On dit ça, c'est à éviter, par exemple. On vous conseille plutôt de faire ça. Ça paraît un peu naïf posé comme ça, mais est-ce que ça existe réellement? Pour les gens, peut-être pas, je ne parle pas des sportifs de haut niveau, je parle des gens qui font de l'activité physique. Nous, on ne parle pas de sportifs de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il va s'entraîner quel que soit. Oui. C'est-à-dire, par exemple, il s'entraîne en bi-quotidien, il fait tout ce qu'il veut. D'accord. Nous, on est dans le bien-être. Il faut privilégier toujours le renforcement musculaire. Peut-être venir faire de la marche rapide, que ce soit dehors, c'est-à-dire à l'air libre ou sur un tapis, et toujours être à l'écoute. C'est-à-dire, si je me sens pas bien, je diminue. Si je me sens bien, je continue. Mais il faut toujours... Si la séance d'habitude elle est d'1h30, on peut peut-être baisser à 1h, histoire de garder des réserves. Mais encore une fois, les gens sont en forme. S'ils mangent bien, s'ils dorment bien. C'est ça, oui. En fait, en réalité, c'est toute une hygiène de vie à entretenir. Alors, pour avoir un jeûne serein, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui se plaignent, par exemple, de maux de tête, notamment les premiers jours du ramadan. Est-ce qu'une préparation, on en parlait tout à l'heure, une préparation serait nécessaire, par exemple, en diminuant le sucre, au même titre, lorsqu'on dit qu'il faut diminuer, par exemple, le café, ou pour les personnes qui prennent beaucoup de café, ou faire attention au tabac aussi, pour les personnes aussi qui fument. Bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour le sucre, par exemple? Bien sûr, le ramadan se prépare. Il faut s'entraîner à ramadan. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, pendant... Je pense que c'est une culture qu'on n'a pas, malheureusement. On commence à l'avoir, c'est-à-dire que beaucoup de gens jeûnent pendant Sha'ban. C'est ça. Donc il y a une préparation. La religion est bien faite, mais on a l'impression qu'on perd ça de vue. C'est-à-dire que la préparation, par rapport à quoi? Par rapport à ce jet lag déjà de Ramadan. Donc il y aura les céphalées, des fois des vertiges, des nausées les premiers jours. C'est expliqué par deux phénomènes. Déjà le phénomène de sevrage. Donc le sevrage, caféine, tabac et sucre. Donc c'est les trois addictions auxquelles on est sujet. Donc pour ce qui est par exemple du café, il faut déjà diminuer. Si on prend 3 tasses, il faut commencer par prendre 2 tasses et ainsi de suite. Pour le tabac, c'est la même chose. Il faut diminuer de façon rigoureuse, voire même essayer d'arrêter, parce que bien sûr, c'est la meilleure période pour arrêter la cigarette ou autre chose. Et pour le sucre, c'est la même chose. Donc le sucre, on peut déjà commencer par substituer le sucre. Donc au lieu de prendre du sucre raffiné, le sucre blanc, qui entre parenthèses est un poison, il faut commencer par substituer. Comme ça, pendant Ramadan, on n'aura pas le phénomène de sevrage. Le deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle le kétoflux. Donc c'est un syndrome grippal, comme un syndrome grippal qui est causé par le fait de prendre comme substitut énergétique les corps kétoniques. Donc pardon? Kétonique in English. In English. Cétonique. Donc c'est qui ont un fort tropisme pour le cerveau. Donc ça donne des céphalées. Donc les premiers jours, c'est tout à fait normal d'avoir mal à la tête, mais il faut s'habituer petit à petit et préparer cela. Il y a une autre question aussi qu'on peut poser, que beaucoup de gens se posent justement pendant ce ramadan, c'est celle de trop manger. On en a parlé tout à l'heure brièvement, mais j'aimerais vous la poser, professeur Laraba. Beaucoup de gens justement mangent trop et beaucoup de calories, comme nous le disions depuis tout à l'heure, en pensant que le lendemain, cela va éviter leur éviter d'avoir faim, justement. Est-ce que cela marche? Moi, je pense que le ramadan est fait pour puiser dans les réserves. Si on est là à penser qu'il faut en constituer, on a tout faux. On n'est pas là pour constituer des réserves pendant le ftor. Oui. Et puis je trouve que ceux qui pensent constituer des réserves avec des sucres rapides, ils ont tout faux également. Parce que si je dois penser au lendemain en me disant il faut que je tienne le lendemain, il faut que je me permette de faire, un saum le plus, plus sereinement possible, c'est en mangeant des sucres lents. Et
Pas du tout des sucres rapides, parce que le sucre rapide va engendrer justement une baisse de la glycémie. Vous me tendez la perche, justement, on arrive à la partie des conseils, une partie, à mon avis, très importante. Ce sont des choses que vous en avez déjà parlé durant cette émission, mais il faut le rappeler pour les gens qui nous regardent. Alors, les deux repas, l'iftar et bien entendu suhour, d'abord, comment pouvoir garder l'eau qu'on a consommé, parce qu'on dit il ne faut pas se déshydrater, on boit beaucoup d'eau, mais on perd cette eau. Alors comment faire justement pour pouvoir on perd pas toute cette eau, se réhydrater non, on perd quand même, quand on boit beaucoup, on perd beaucoup d'eau. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut fractionner. Voilà. Autant j'accepte de dire que pendant toute la soirée, il faut boire, j'allais dire, de l'eau suffisamment, et puis de manière fractionnée, pas de souci, mais c'est pas la même chose qu'avec les sucres. Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est justement ce qu'a dit M. Belabdelouab quand il a dit c'est 2 à 3 dates plus de l'eau. Oui. Ça, c'est très important. Rappeler qu'il faut prendre de l'eau, pas du lben, par exemple, ou du petit lait. Oui, pas de gazose, surtout aussi. Donner la part belle à tout ce qui est naturel, justement. Autant les produits laitiers, il n'y a pas de souci, on peut les laisser, mais jamais en excès. Même les produits fermentés, parce que généralement... L'essentiel, c'est de ne pas... C'est des petits verres, c'est pas des brocs de lait caillé ou de le ben ou ce que vous voulez. Non, c'est des petits verres qu'il faut avoir. Et surtout pas de gazose. Je dis pas qu'il n'y a pas de gazose pendant tout Ramadan, c'est pas ce que je dis. Mais pas tous les soirs. Et même le soir où j'en prends, c'est pas toute une bouteille. Oui. Alors, on avait dit fractionner. On fait comment? On fait quand même petit déjeuner léger quand on commence à manger. Comment alors on avait dit l'eau et la date. Et ensuite donc une soupe. Déjà il y a une notion qui est importante, c'est l'alimentation intuitive. Déjà il faut être à l'écoute de son corps. Par exemple, je vais donner l'exemple du suhour. Je vais un petit peu anticiper. Pour le suhour, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas manger au petit matin. Donc c'est vrai que la sunna, on dit que fait le baraka, suhour fait le baraka. Mais le baraka déjà c'est un verre d'eau, une date fait le baraka. Déjà. Donc, il ne faut pas sacraliser les choses. Donc, le suhour, il faut manger des... Ne pas tomber encore une fois dans l'excès. Il ne faut pas rentrer dans l'excès parce que le corps est fait d'une telle manière qu'il s'adapte à cette situation. Donc, le substitut énergétique qui était avant le sucre sera les corps cétoniques. Donc, les corps cétoniques, c'est puiser dans les réserves, notamment les réserves de gras. Donc, c'est ça le bénéfice, c'est rentrer en restriction. Restriction calorique. C'est une épuration religieuse, spirituelle, etc. Mais c'est surtout une épuration sur le plan santé médical. Donc il faut faire une restriction calorique. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir faim ou bien avoir peur d'avoir soif et rentrer dans les excès. C'est un peu normal. En réalité, c'est le but. C'est même le but du Ramadan, justement. Oui. Il faut être en restriction. Il faut avoir faim. Il faut avoir faim. Si on n'a pas la sensation de faim, si on n'a pas la sensation de soif, c'est un faux jeûne. C'est-à-dire si on prend trop, on cherche toujours des petites astuces. Voilà, il faut prendre des féculents, il faut prendre tel produit ou autre produit qui va hydrater mieux, etc. Tout ça est un petit peu faux. Il faut être à l'écoute de son corps. Il y a beaucoup de gens qui font par exemple l'iftar taham, donc ils mangent naturellement de 19h jusqu'à 23h et après ils vont dormir naturellement et ils se lèvent le matin pour faire la prière, une date et un verre d'eau et c'est tout. Donc ils sont en restriction calorique, c'est vrai, mais le lendemain ils seront plus en forme que les gens qui ont mangé trop en soirée et trop pendant le soir. Peut-être l'idéal aussi, vous en parliez tout à l'heure, c'est aussi de fractionner le repas du iftar, c'est-à-dire ne pas tout manger à la fois, c'est ça qui est dangereux. Il y a une tradition dans l'Ouest algérien, je sais que... Du côté de Béchar, par exemple, aussi. Ifro Saum, c'est quelque chose de léger. Ils peuvent aller jusqu'à la soupe, voire même prendre du lait, café au lait même et tout. On arrête, on fait la prière. Quand on revient, c'est le souper, c'est là le gros dîner. Ça, moi, je pense qu'il faut promouvoir ce type de pratiques traditionnelles qui existent parce qu'elles permettent de suivre l'homéostasie que nous avons. Par contre, lutter contre les prises compulsives d'aliments pendant des heures,
Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Oui. Coach Samy, tout à l'heure, on a vu dans le reportage certains jeunes qui parlaient justement de leur alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être ça aussi pour parler de quelque chose de positif, est-ce que vous remarquez aujourd'hui chez la jeune génération quand même une prise de conscience dans leur alimentation? Parce qu'on voit les jeunes aujourd'hui qui préparent leur repas, qui font attention à ce qu'ils mangent. Est-ce que... Oui. Oui. Alors maintenant... c'est de plus en plus à la mode, si on veut. Les gens commencent à prendre conscience qu'il faut bien manger pour pouvoir s'entraîner. Pour être en forme, voilà. Que l'entraînement ne fait pas le muscle, ne fait pas... C'est-à-dire, quand on s'entraîne, on est en train de détruire nos fibres musculaires. Et c'est quand on mange, et quand on mange bien, qu'on va prendre du muscle ou prendre plus d'énergie, ou emmagasiner plus d'énergie. Et donc ça fait partie du repos. Et les gens commencent à comprendre, c'est quoi les macros, c'est quoi les protéines, c'est quoi les lipides et c'est quoi les glucides. Oui. Avant, ils étaient là, je veux perdre du poids, j'enlève tous les glucides de ma vie, et ils tournent de l'œil une demi-heure après. Et maintenant, ça commence à devenir... à changer. Voilà. Oui. Alors, est-ce que notre alimentation devrait changer selon les besoins de chacun? Parce que quand même, on va parler pendant le ramadan, on va parler des personnes âgées, on va parler aussi des femmes, par exemple, enceintes ou allaitantes. Puis il y a les enfants aussi qui jeûnent. Est-ce que chacun doit s'alimenter différemment ou non, finalement, on garde les mêmes conseils pour tout le monde? C'est-à-dire que dans une famille, on va trouver... Les trois que vous avez cités, donc le petit, l'adulte et le sujet âgé, ils vont partager la même table. Donc ils seront à l'écoute de leurs besoins. Donc le petit enfant, il va manger ce dont il a besoin. Des fois, par exemple, les enfants, on va leur surservir et les forcer à finir leur repas. Ça, c'est une mauvaise habitude. Donc au contraire, il faut être à l'écoute de sa faim. Dès qu'on n'a plus faim, il faut s'arrêter de manger. Manger au-delà de sa faim, c'est bonjour le stockage. Donc il faut prendre aussi le temps. Il y a tout ce qui est satiété et tout. Le message de satiété, il vient au bout de 20 minutes. Donc si on ingurgite une grosse quantité, une charge calorique qui est importante en 5-10 minutes, on aura toujours la sensation d'avoir faim. Or, on aura rempli notre tube digestif en trop. C'est-à-dire, au bout de 20 minutes, il y aura le message de satiété, et comme on dit chez nous, c'est tahma. Donc c'est pour ça qu'en soirée, ils se sentent mal et tout, parce qu'ils auront trop mangé, de façon excessive. Oui, alors on termine avec vous, professeur Laraba. Le temps de l'émission est pratiquement terminé. Finalement, est-ce qu'il est possible de concilier ramadan et diététique? Je dis ramadan parce que je ne dis pas jeûne, ramadan parce que derrière, il y a tout ce poids culturel justement de notre alimentation. J'espère que c'est possible. Je souhaite que c'est possible. Finalement, est-ce que c'est possible? Il faut que ce soit possible. Parce que il y a une dérive, une déviation de l'aspect culturel, religieux, et on voit tous qu'il y a même des lobbies mercantiles pour vendre des choses beaucoup plus pendant le mois de Ramadan, des choses qui ne sont pas, qui permettent d'avoir une bonne santé. Il faut lutter contre ça et continuer à sensibiliser par ce type d'émission. Et je vous dis, même la personne en bonne santé a le droit d'aller demander des conseils. Que ce soit professionnel de santé, même son coach, même son... Absolument. Les gens qui ont une connaissance de ce qui est bon pour le corps doivent la transmettre. Et puis on est là pour ça, c'est sensibiliser les personnes pour dire attention, des fois la tradition qu'on estime nous tradition, ce n'est pas le cas. Nos traditions ne nous disent pas qu'il faut manger qalbelouz labiyat tous les soirs. Je suis désolé, c'est pas ça. C'est pas ça la tradition. Le jeûne, c'est une épreuve autant spirituelle que physique pour le corps, et l'épreuve spirituelle, malheureusement, on a du mal à la passer ou à la comprendre. L'épreuve spirituelle ici, c'est de se priver et d'apprendre, en se privant, d'apprendre à ressentir ce que ressent le pauvre, ou de se rapprocher de Dieu.